Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. C'est une mobilisation historique de par son ampleur et de par son unité. Depuis la semaine dernière, l'agriculture et les agriculteurs portent des revendications très fortes, surtout auprès du gouvernement, mais quelque part aussi auprès de nous, grand public et consommateurs. Les tractations avec les pouvoirs publics se poursuivent cette semaine, mais point d'étape ce mardi soir avec 3 représentants de l'agriculture vosgienne. Thierry Jacot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne des Vosges, un des 3 syndicats agricoles, un des 3 principaux syndicats agricoles. On va en dire quelques mots dans quelques instants. Nicolas Lallemand, bonjour. Bonjour. Co-président des jeunes agriculteurs FNSEA, grosso modo, c'est pareil. On ne va pas épiloguer. Et enfin, Dominique Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la coordination rurale des Vosges, le 3e des 3 principaux syndicats d'exploitants agricoles, de paysans sur notre département et en France. Merci à tous les 3 donc, de votre présence ici. Je l'ai dit en introduction, cette mobilisation, on est en 2024, ça fait un paquet d'années qu'on n'avait pas vu, Thierry Jacot, une telle mobilisation dans son ampleur et dans son unité. Un petit mot là-dessus. Oui, effectivement, il y a eu des mobilisations paysannes il y a quelques années en arrière, mais sur un sujet en particulier, la problématique d'arrêt des quotas, par exemple, sur le lait ou sur le sucre. Enfin voilà, c'était des sujets bien particuliers, mais là, c'est une problématique générale qui porte sur nombre de sujets qui font du mal à l'agriculture, au monde agricole. Voilà, et donc je pense qu'on partage les mêmes constats avec mes collègues. Après, on n'apporte pas forcément les mêmes solutions pour résoudre ces problèmes-là, mais on partage les mêmes constats, c'est sûr. Thierry Jacot, je ne vous ai pas présenté, je vous ai présenté très succinctement. Vous êtes éleveur de bisons et de vaches Hereford du côté de Bleurville. Nicolas Lallemand, vous êtes éleveur, producteur de lait bio du côté de Ménil de Senones. Et Dominique Imbert, vous êtes installé à Bécourt. Vous produisez des grandes cultures, blé, colza, enfin des céréales, blé, colza, tournesol, avoine et foin, bien évidemment. Voilà, vous êtes en plus, vous représentez l'ensemble de l'agriculture vosgienne avec ses différentes caractéristiques selon le territoire. Nicolas Lallemand, un petit mot sur cette unité. Qu'est-ce qu'elle dit, cette unité historique? Grosso modo, c'est pas arrivé depuis quoi, les années 90, une telle unité, une telle ampleur? Non, effectivement, on est en train de vivre un mouvement qui est d'ampleur, qui est généralisé à l'ensemble du territoire et même au-delà de nos frontières. Nous, à la FDSEA et au JA, on alerte les pouvoirs publics depuis le mois de novembre maintenant. On a commencé d'une manière plutôt sympathique et gentille avec le retournement des panneaux d'entrée d'agglomération. On a fait passer les messages, on s'est rendu en manifestation devant la préfecture au mois de janvier. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, nos revendications ne sont pas entendues et on voit bien que la colère gronde chez les agriculteurs. Elle s'exprime aujourd'hui de manière un petit peu plus virulente, en tout cas un peu plus ferme. Dominique Imbert, la coordination rurale, vous vous associez à ce mouvement, c'est global, on est bien d'accord? Je crois que ce qui nous relie tous et tous les 3, c'est le fait d'être, comme on l'a dit tout à l'heure, des paysans. Mais aujourd'hui, il y a un véritable ras-le-bol du système normes, primes, contrôle et sanctions. Ça devient insupportable et il y a un grand malaise paysan. Et je pense que, établir des cellules mal-être paysan, ça ne sert à rien au niveau préfectoral, au niveau MSA. Il faut résoudre absolument ce malaise en passant tout à fait à autre chose. Nous, on n'accepte plus les normes qui sont de plus en plus restrictives et on n'accepte plus surtout les contrôles qui sont permanents avec un satellite tous les 3 jours qui observe, qui surveille, un radar tous les 5 jours qui est là pour vérifier si l'agriculteur est actif. Donc ça, c'est un ras-le-bol total et je pense qu'on ne va pas céder tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, où on va remplacer la norme et le contrôle par la confiance. Et je pense que nous, paysans, sommes dignes de confiance. Et ça, il faut qu'on le fasse valoir. Et il faut qu'on se batte pour retrouver notre place, qui est une place
humaine. Alors, énormément de choses à dire, évidemment, énormément de choses qui sont dites au niveau national depuis la semaine dernière. Alors, impossible de détailler toutes les thématiques, d'autant plus qu'il y a des annonces qui vont certainement encore être faites par rapport à vos revendications. J'ai envie de dire, allez, la première revendication, c'est tout simplement, Nicolas Lallemand, de pouvoir vivre de votre métier. Un métier, on le sait, évidemment, qui a de l'importance, puisque vous nourrissez les agriculteurs, vous nourrissez la France, vous nourrissez l'Europe, vous participez à l'alimentation et au nourrissage de la population mondiale, et tout simplement en vivre, tout simplement. Oui, il y a une problématique très importante qui est la problématique de revenus, effectivement. On demande aujourd'hui à ce que les agriculteurs soient rémunérés à la hauteur de leur travail et à la hauteur de leur investissement dans leur travail. Vous l'avez dit, il y a eu des annonces qui ont été faites par le Premier ministre vendredi. Ces annonces aujourd'hui ne sont pas suffisantes. Il y a des points qui n'ont pas été abordés ou des choses qui n'ont pas été suffisamment éclairées. Je pense notamment à l'installation des jeunes. Vous savez qu'on a un défi majeur pour les générations futures qui est le renouvellement des générations agricoles avec une démographie agricole qui malheureusement nous montre que que la moitié des agriculteurs pourront être en âge de prétendre à la retraite dans 10 ans. Petit bémol tout de suite, le lycée agricole de Mercourt, il est plein. Il y a du monde sur les bancs de l'école, entre guillemets, mais ce ne sera pas suffisant. Le lycée agricole est plein, effectivement. Après, aujourd'hui, les lycées agricoles ont une carte d'enseignement, disons, diverse et assez large. Ouais. L'ensemble des jeunes qui sont aujourd'hui sur les bancs du lycée agricole ne seront pas agriculteurs demain, puisqu'il y a aussi la partie forestière, d'ailleurs, qui est enseignée au lycée agricole. Certes. Mais, et au-delà de ça, même s'il y a encore une envie ou une motivation chez ces jeunes, tous les projets n'aboutiront pas. Malheureusement, il y a trop de freins qui se dressent encore devant les jeunes qui ont un projet agricole. Et puis, les problématiques qu'on soulève dans le cadre de ce mouvement de protestation depuis plusieurs jours, elles sont aussi de nature à effrayer ou tout du moins à questionner les jeunes qui pourraient avoir des projets agricoles, parce que il faut quand même avoir une sacrée motivation pour se lancer dans un métier où on sait que ça va pas être forcément évident d'en tirer un revenu décent, en tout cas pas les premières années, et puis qu'on ne partira pas en week-end tous les mois, et puis que ça va peut-être être compliqué. On sait qu'il va falloir faire un certain nombre de sacrifices et avoir un engagement maximal dans le métier. Donc voilà, la première des choses, la première des solutions serait effectivement d'abord de rémunérer à la hauteur du travail qui est fourni. Alors, on va se détailler ça dans quelques instants. Comment mieux rémunérer, évidemment. Thierry Jacot, vous êtes d'accord avec ça? La rémunération, c'est le point d'achoppement principal aujourd'hui, parce que selon justement les agricultures, et on sait que pendant un certain temps, l'agriculture bio notamment rémunérait mieux, rémunérait bien, mais aujourd'hui le marché évidemment s'est tendu. Quid de la rémunération? C'est un problème ou c'est un problème pour certains? C'est le principal sujet et voilà, à mettre sur la table aujourd'hui. Tant qu'il n'y aura pas un revenu correct dans toutes les fermes, il n'y aura pas de transition vers un autre modèle agricole plus écologique, plus agroécologique possible. Enfin, dès qu'il y aura un revenu pour tout le monde, pour tous les paysans, toutes les paysannes, toutes les autres problématiques pourront être abordées plus sereinement. Donc aujourd'hui, le compte n'y est pas du tout. Monsieur Attal, dans ses annonces, répond à des problématiques conjoncturelles, donc aider toutes les personnes qui subissent la MHE, par exemple, la maladie hémorragique épisodique, plus dans le sud-ouest, les personnes qui ont subi les tempêtes dans le nord de la France, les inondations, voilà, il faut répondre à une urgence. Donc là, les solutions sont amenées. Un petit peu de sous donné aussi à l'agriculture biologique, mais pas assez. Ça ne suffira pas. Voilà, mais sur les mesures vraiment structurelles, il n'apporte pas vraiment de réponse. Il dit qu'il va sanctionner les grandes surfaces, et les industriels agroalimentaires qui ne jouent pas le jeu, notamment concernant la loi Egalim, qui n'est pas respectée par l'aval. Donc, mais nous, depuis le début, depuis le travail des États généraux sur l'alimentation qui a donné cette loi Egalim, on avait dit que elle ne fonctionnerait pas parce qu'elle n'est pas du tout contraignante pour l'aval. Donc on le voit bien aujourd'hui, on le Quand vit. vous dites l'aval, vous parlez des industriels et des distributeurs. Voilà, oui.
qui ne nous rémunèrent pas et qui nous font descendre les prix. Donc tant qu'il n'y aura pas une loi forte pour garantir des prix d'achat en dessous de nos prix de revient. Donc prix de revient, c'est les coûts de production plus notre revenu dessus. Ça ne marchera pas. Voilà, il faut qu'il y ait des prix garantis. Dominique Imbert, les prix d'achat de vos productions. Nous, un de nos slogans sont des prix et pas des primes. C'est ce qui nous a différenciés dès le départ, dès l'instauration de la PAC de la FNSEA, où on refusait ce système de primes qui se mettait en place. On sortait d'un système où on protégeait l'agriculture aux frontières, où on allait vers une autosuffisance alimentaire après-guerre. On a eu cette autosuffisance en 1973. Et donc, des prix, pas des primes, ça, on y tient encore. Concernant la loi Egalim, l'idée était bonne, mais c'est forcément un flop parce que si on veut effectivement que chacun ait sa part, on va avoir des produits qui vont être très chers ou plus chers en rayon de supermarché. Et là, les industriels et les grands distributeurs vont se tourner vers les étrangers. Je rappelle que la loi Egalim, la France est le seul pays à l'appliquer. Donc si on n'a pas une loi Egalim complètement communautaire, c'est-à-dire européenne, on sera concurrencé sans cesse, ce qui va aboutir à une moindre demande de produits français, à une réduction des segments, c'est-à-dire qu'on est en train de suicider l'agriculture française si on n'harmonise pas ça au niveau de l'Europe, quoi. Donc moi, ce que je propose, on va rejoindre aussi ces accords de libre-échange. On était à Bruxelles il y a quelques jours et 2 étages en dessous, on signait un accord de libre-échange avec le Chili. Il y a 42 accords de libre-échange. On revendique, nous, pour avoir des prix, l'exception agriculturelle, c'est-à-dire, ou agroculturelle, c'est-à-dire le rôle de l'alimentation étant essentiel pour la vie des gens, pour leur état physique et mental, je dirais. Voilà. Le rôle de l'agriculture est essentiel, l'alimentation est essentielle. Il faut absolument qu'on sorte l'agriculture des traités de libre-échange. On ne peut pas vendre des voitures, principalement allemandes, contre du bœuf brésilien, par exemple. Nicolas Lallemand, cette fameuse loi Egalim. Alors, il y a eu 2 temps. Première loi, c'était en 2018, me semble-t-il. Oui. Après, il y a eu la loi Egalim 2 qui a affiné un petit peu les choses, évidemment. Qu'est-ce qui est encore perfectible? Dominique Imbert, tout à l'heure, vous nous parliez de contrôle que vous subissez sans cesse. Ce manque de contrôle des autres acteurs de la filière, il est patent? Vous le dénoncez aussi? Je crois que dans la loi Egalim, tout n'est pas à jeter et l'idée de départ est plutôt bonne. Et le principe fondateur de cette loi, qui est le principe de construction du prix en marche avant, c'est-à-dire qu'on part du coût de production producteur, et ensuite on ajoute comme des couches les coûts des différents acteurs pour arriver à un prix final. Le problème aujourd'hui de cette loi, c'est qu'elle n'est pas appliquée et qu'elle est contournée. Ce qu'on demande, c'est la mise de moyens très importants pour le contrôle de la loi aujourd'hui. On demande la mise en place de sanctions fortes pour les gens qui contreviennent. Et puis on demande à perfectionner le contournement qui est fait aujourd'hui de la loi par des centrales d'achat européennes, par exemple, où les centrales d'achat de certaines grandes enseignes de distribution sont basées hors France et contournent ainsi la loi française. Si vous voulez. Je rebondir aussi très rapidement, vous avez abordé le sujet de l'agriculture bio tout à l'heure. On a entendu dans les annonces du Premier ministre vendredi un plan de soutien de 50 millions à l'agriculture bio. Il faut quand même, pour remettre bien les choses à leur place, rappeler que si on divise cette somme par le nombre d'agriculteurs bio en France, on parle de 830 euros par agriculteur, par exploitation. Donc vous comprendrez bien que c'est absolument insuffisant. Mais surtout, c'est la manière dont ce plan va être mis en place. On a un mauvais souvenir très récent d'un plan de soutien de 80 millions qui a été mis en place pour soutenir la filière. La répartition de ces fonds a été faite d'une manière tellement injuste et inéquitable que sur les Vosges, par exemple, on a à peine une vingtaine d'exploitants qui ont pu rentrer dans le dispositif, pour certains avec des montants très importants, alors qu'on aurait pu soutenir un plus grand nombre d'exploitants ou même, mieux encore, utiliser cet argent pour faire un travail plus structurel sur les filières, par exemple. Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes vous-même agriculteur bio, labellisé bio ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Depuis très longtemps. Jeune agriculteur, associé FNSEA, mais bio, ou plutôt est
bio, évidemment, parce qu'il Oui, n'y a aucune contradiction dans tout cela. Je sens, C'est à préciser. je tiens à le préciser, oui, malgré l'image qu'on veut parfois nous coller, au JA et à la FDSEA, on ne représente pas qu'un modèle agricole, on représente l'ensemble des modèles agricoles, et il n'y a aucun contresens à être producteur bio et être syndiqué à la FDSEA aux jeunes agriculteurs. Eh ben voilà, on a bien fait de le préciser, bien évidemment. Thierry Jacot, cette rémunération, c'est pour vous effectivement aussi la précision de cette loi Egalim 2. Alors donc on va faire quoi? On va avoir une loi Egalim 3 où on va tout simplement sur l'application de ce qui est écrit dans les premières lois. Ouais, il faudrait la rendre vraiment contraignante. Cette loi qui ne l'est pas aujourd'hui. Quand même, en Europe, les Espagnols ont fait mieux que nous, hein, puisqu'ils ont voté une loi pour des prix planchers, voilà, pour des prix garantis aux producteurs. Donc voilà, il y a quand même des pays qui savent faire mieux que nous. Donc cette loi Egalim ne suffira pas, de toute façon, comme elle est là, si on ne la modifie pas. Voilà, donc est-ce que le gouvernement aura le courage d'aller vraiment au bout des choses? Ça, on verra bien, l'avenir nous le dira, mais tant qu'il n'y aura pas des prix garantis pour tous les paysans et toutes les paysannes de notre pays, ça n'ira pas. Nicolas Allemand, la PAC, la politique agricole commune au niveau européen, évidemment, elle a sauvé, maintenu, entretenu l'agriculture française, l'agriculture européenne. Aujourd'hui, c'est le grand mot, le grand mal de l'agriculture française, la PAC, ou pas? Non, je dirais pas que c'est le grand mal de l'agriculture. Évidemment, il y a un certain nombre d'incohérences et de choses qui ne sont pas comprises par nous, agriculteurs, dans cette PAC. Un certain nombre de contraintes qui s'abattent sur nous aussi, mais surtout, je dirais qu'elle n'est pas assez ambitieuse par rapport aux objectifs qu'elle fixe. On va prendre un exemple tout bête. La PAC se fixe pour objectif d'emmener notre agriculture vers un modèle plus vert, plus respectueux de l'environnement. Dont acte, des dispositifs sont mis en place pour accompagner les agriculteurs vers ces transitions. Aujourd'hui, les agriculteurs vosgiens ont répondu massivement favorablement à ces dispositifs, puisqu'on a un grand nombre d'exploitants qui se sont engagés dans les dispositifs qu'on appelle MAE, mesures agro-environnementales. Malheureusement, on se rend compte au bout du compte qu'on manque crucialement de budget et qu'un grand nombre de ces exploitants ne pourront pas bénéficier de ces mesures. Alors même que les pratiques ont déjà été mises en place, les modifications de pratiques ont été opérées sur les fermes. Aujourd'hui, on est entré dans les dispositifs sans savoir si finalement on signera le contrat à la fin, puisque le budget n'est pas suffisant. Là, tout de suite, maintenant, l'urgence, c'est quoi? C'est de remettre de la trésorerie fraîche, sonnante et trébuchante dans les exploitations? On a besoin d'apporter de la trésorerie dans les exploitations pour les plus en difficulté d'entre nous, mais je crois qu'on a aussi et surtout besoin qu'on nous fixe un cap, un vrai cap pour l'agriculture française, l'agriculture européenne. On veut savoir où on va et comment on y va. On a trop d'injonctions contraires qui s'abattent sur nous aujourd'hui, où on nous explique qu'il faut faire plus vert, mais qu'en même temps il faut faire moins cher. C'est des choses qui sont pas cohérentes. On a besoin d'avoir un vrai cap, d'avoir une vraie ambition pour l'agriculture et de savoir exactement où on veut emmener nos agriculteurs, où on veut emmener nos fermes et sur quel modèle on veut aboutir. Et Dominique Imbert, vous l'avez dit tout à l'heure, de la cohérence aussi, le retour du bon sens paysan et aussi du bon sens d'achat du acteur, du consommateur. Il y a les pouvoirs publics, il y a vous-même qui êtes sur le terrain, mais il y a un troisième pilier, c'est le grand public, c'est nous, c'est faire attention à ce qu'on achète. Il y a le problème d'inflation, le problème du prix d'achat, etc. Mais voilà, se dire d'acheter 80 centimes un litre de lait, on peut logiquement se dire non, il y a un truc qui ne va pas. C'est quand même ce qui va se passer, hein. Je voulais acheter un pack de 6 briques de lait il y a 2 jours. Il y avait un pack à 5,80, l'autre à 7,83, où le producteur était justement rémunéré. Bon, il n'y a pas photo, la pile à 5,83 était quasiment vide. Donc une partie des consommateurs européens peut se permettre de jouer librement le jeu, de soutenir sa paysannerie. Moi, je reviens... je pense qu'il faut absolument rétablir la préférence communautaire, avoir une exception agriculturelle et absolument sortir les productions agricoles des échanges de libre accord, c'est-à-dire
pourquoi pas revenir au système qu'on avait avant, où on protégeait aux frontières l'agriculture, où on bloquait les importations, où on taxait, c'est-à-dire avoir une TVA sociale, d'une part, et une TVA anti-dumping, quoi, pour lutter. Mais il faut vraiment sortir nos produits des échanges de libre accord. Sur cette problématique... La mondialisation, la taxation et le fait de protéger un petit peu ces productions. Mais sur le sujet des accords commerciaux, il y a une mesure qu'on demande depuis un certain nombre d'années, qui fait partie de nos revendications aujourd'hui, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les clauses miroirs. En fait, on n'est pas fondamentalement opposé à faire du commerce. Mais effectivement, quand on prétend faire entrer sur notre territoire des denrées alimentaires, il faut qu'elles respectent scrupuleusement absolument les mêmes normes à la production, les mêmes cahiers des charges que ce qu'on nous impose à nous, producteurs. Bon, ce qui n'est pas prêt d'arriver là tout de suite maintenant, ça veut dire fermer les frontières à toute importation. Non. Là, dans les médias. Non, mais la mise en application de ces clauses miroirs, elle est possible. On peut exiger des produits qui rentrent, qui respectent nos standards de production, et que les producteurs qui les produisent soient soumis aux mêmes contraintes que celles qui s'abattent sur nous. On est d'accord que c'est impossible. Oui. Par rapport ça ne se mettra jamais en place. Parce qu'il y a des pays qui seront toujours moins disants sur le plan social ou environnemental que nous. Voilà, et les conditions ne sont pas les mêmes dans d'autres pays. Non. Nous, à la Confédération paysanne, on demande à ce que les productions agricoles et alimentaires sortent complètement des règles de l'OMC et de tous les accords de libre-échange, qu'on arrête tous les accords de libre-échange, qu'on mette en place effectivement des partenariats d'échange solidaires entre pays, parce qu'il y a des pays qui n'auront jamais leur autonomie alimentaire, ça c'est essentiel. Voilà, mais il faut qu'on arrête. Il y aura toujours, dans le cadre d'une certaine mondialisation, une nécessité solidaire, humaine de partage de nos produits, voilà, pour que les gens ne meurent pas de faim. C'est important. La France n'est plus autosuffisante au niveau alimentaire. Un grand pays comme la France, à cause des accords de libre-échange. Oui, quand j'avais 10 ans, la France exportait 25 milliards de francs, autant que l'industrie automobile, et mon père en était fier, c'était une autre époque. Mais aujourd'hui, si on enlève les vins spiritueux, on a moins 3%. Un beau pays comme la France qui pourrait nourrir 2 fois sa population. Et pourquoi on en est là? Tout simplement, le système où les normes pèsent sur les paysans, et où le paysan, avant d'agir, avant d'entreprendre, se demande quelle, entre guillemets, emmerde il va avoir. Et donc, le meilleur et le simple principe de précaution à avoir, c'est ne rien faire ou en faire le moins possible pour éviter de prêter le flanc à tout ce système qui a fait de nous des fonctionnaires ou des salariés d'État, avec des salaires qui sont nos primes et qui sont toujours en baisse ou qui sont versés avec retard. C'est inadmissible et insupportable. Et le traité de libre-échange le plus abouti qui soit, c'est le traité européen. C'est quand même affolant qu'on demande aux paysans des pays européens, mais même du monde, à se faire une quelconque concurrence et la compétitivité entre nous. On n'a pas du tout à se faire une quelconque compétition entre nous. On est là pour nourrir nos concitoyens avec une alimentation saine et de qualité. C'est notre fonction. La fonction des paysans, c'est de nourrir. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et le système économique ultralibéral qu'on connaît, qui nous mène droit dans le mur et puis qui est à bout de souffle, voilà, il faut revoir tout ça aussi. Tant qu'on ne reverra pas tout ça, ça n'ira pas mieux dans le monde, au niveau de la société dans son ensemble, mais pour nous aussi dans le monde agricole. Production, distribution, type de consommation, etc. Il y a beaucoup d'enjeux encore devant nous, devant vous, agriculteurs, et devant nous, consommateurs, bien évidemment. Nicolas Lallemand, la suite, les prochains jours, il y a eu, depuis l'enregistrement de cette émission, parce qu'elle a été enregistrée lundi, des annonces qui ont certainement été faites, mais comment vous imaginez la suite ? Mais nous, on continue à mettre la pression au moins jusqu'au milieu de la semaine où probablement on pourrait avoir de nouvelles annonces du Premier ministre. On maintient également la pression jusqu'au Conseil européen de jeudi où le président devra avoir une position ferme, notamment sur les accords de libre-échange dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, nous, au moins milieu de la semaine, on continue à maintenir la pression. Après, sur une temporalité un peu plus longue, on attend d'ici l'ouverture du Salon de l'Agriculture fin février à Paris, bien sûr. C'est ça, ouais, on attend des mesures plus structurelles et plus de long terme. Mais voilà, sur les mesures les plus urgentes, on continue à mettre une pression là immédiate pour avoir des annonces très rapides.
Allez, affaire à suivre. Merci infiniment de votre participation à cette émission. Donc Dominique Imbert, je reprécise, vous êtes le vice-président de la coordination rurale et vous êtes exploitant de céréales du côté de Bécourt. Nicolas Lallemand, vous êtes exploitant laitier à Ménil-de-Sonone. Et enfin Thierry Jacot, exploitant de viande de bison et de vaches Hereford. Pourquoi Hereford, pardon? Tu as des petites questions taquines en fin d'émission. Parce que c'est une vache qui vit dehors, en plein air intégral, comme les bisons, qui mébat toute seule. Voilà, on n'a pas besoin de s'en occuper, Ok. et dont la viande est très bonne. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que... Viande écoulée Oui. principalement en vente vente directe. directe, j'imagine. Il y a aussi, j'ai dit tout à l'heure, distribution, mais on aurait évidemment énormément de choses à dire sur les circuits de distribution. Il y a les circuits courts qu'on connaît. Il y a évidemment l'alimentation bio ou locale dans les cantines, dans les collectivités, etc. Ça, c'est un autre sujet aussi. Et puis, il y a bien sûr, on l'a abordé, mais Tout très ça dépend de succinctement. la loi Egalim aussi. Et bien sûr, tout ça dépend de la loi Egalim. Et puis, il y a tout ce qui est mesures en faveur, évidemment, de la protection de l'environnement, la biodiversité, les haies, les assolements, les rotations de culture. Enfin bref, pas mal de choses à dire. Le sujet ukrainien, qui est un sujet brûlant aussi. Le Le sujet ukrainien, qui est un sujet brûlant dans l'actualité, avec une grosse problématique, notamment sur les volailles. On importe aujourd'hui 50% de nos volailles. On a temporairement ouvert le marché ukrainien pour soutenir nos amis ukrainiens, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Ouais. Mais ça met en grande difficulté nos producteurs de volailles français aujourd'hui. Le marché céréalier qui est complètement déstabilisé. On pense qu'on a 80 eurotonnes en moins sur le colza tournesol. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple que Et ce sera le mot de la fin. Et ce sera le mot de la fin. Auparavant, il y avait des droits de douane. L'agriculture ukrainienne n'a pas les mêmes standards de production et tout rentre sans droits de douane, sachant que 5% de plus ou moins sur un marché joue à 20% sur le prix. On est complètement étranglé. Les betteraves, par exemple, où l'Ukraine est passée de 200 000 à 700 000 hectares et est en train de casser la filière betterave, etc. Dominique Imbert, je vous arrête Voilà. là. C'est la fin de cette émission. On aura d'autres occasions, évidemment, sur le terrain ou dans cette émission. Merci. Bonne continuation. Bon courage à tous les trois. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.